Et Frédéric Ducrozet qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour, dans les faits marquants quand même des dernières séances, c'est le regain d'intérêt pour les marchés obligataires américains, puisque les investisseurs ont décidé que c'était peut-être un bon pari à prendre que d'acheter à nouveau des obligations américaines du Trésor. On a vu le 10 ans américain, le taux à 10 ans qui se détendait de manière assez visible, voire spectaculaire la semaine dernière, alors même que les statistiques économiques aux États-Unis battaient le consensus et parfois de beaucoup. Frédéric, est-ce qu'il y a une énigme pour vous derrière la détente spectaculaire, encore une fois, des taux longs américains sur les derniers jours ? Elle est contre-intuitive, cette baisse des taux d'intérêt, au moment où on avait depuis 10 jours maintenant des prix à la production, des prix à la consommation, des ventes de détail aux États-Unis, toutes bien au-dessus des attentes. Mais en réalité, je pense qu'elle traduit aussi une forme d'adaptation des marchés. On a passé tout le premier trimestre de cette année à s'inquiéter de l'inflation, trop de bonnes nouvelles et devient une mauvaise nouvelle pour les marchés, dans une sorte de schéma qu'on connaît maintenant. Et puis il y a un effet tout simplement mécanique. On s'habitue, on voit les chiffres, ils ne sont pas non plus stratosphérique au point de remettre en cause le scénario, on s'adapte. On s'adapte également après l'échéance de la fin du premier trimestre qui, pour des grands investisseurs, notamment des fonds de pension, des caisses de retraite, va être très importante et entraîne mécaniquement un réajustement. Vous êtes dans beaucoup de cas obligé, contraint de racheter effectivement de la dette américaine parce que son prix a baissé, les taux ont monté par rapport à des actions qui elles aussi ont monté et donc vous réajustez ce type de portefeuille classique, type 60-40 ou un peu plus évolué. Et puis enfin il y a les banques centrales. Les banques centrales qui se réjouissent, je pense, de cette baisse, consolidation, pause peut-être seulement dans la hausse des taux d'intérêt, dans la mesure où elles reflètent, je pense, une meilleure compréhension, là aussi, une adaptation des marchés à leur fonction de réaction, à un changement de cadre opératoire qui est quand même un peu compliqué, hein, le Flexible Inflation Targeting aux États-Unis, l'idée qu'on va laisser l'inflation en moyenne un petit peu en surchauffe, mais pas trop, tout ça est un peu confus. On s'adapte et je pense que Jérôme Powell, la BCE peut-être dans une moindre mesure en Europe, ont fait un bon travail de pédagogie pour que les marchés comprennent tout ça. Effectivement, il y a une limite, je crois, dans ce cadre-là, à la hausse des taux d'intérêt. Je suis prudent, elle peut évidemment reprendre, mais autour de 2% sur le 10 ans américain, on sent qu'il y a de la résistance. Bon, une partie du chemin a déjà été fait dans cette remontée des taux longs américains, notamment. Vous l'avez dit d'un mot, Frédéric, mais c'est quand même l'enjeu de la semaine. Peut-être que le marché comprend mieux la stratégie de la Fed aujourd'hui. Qu'en est-il de la stratégie de la Banque Centrale Européenne ? Vous l'avez dit d'un mot, Frédéric, dans une moindre mesure, on peut dire que la BCE est claire et compréhensible dans sa stratégie. Pourquoi est-ce qu'elle l'est moins que la Fed aujourd'hui ? Pour tout un tas de raisons, on sait que la BCE est un animal un peu à part, 19 pays États membres de la zone euro dont les gouverneurs n'ont pas toujours la même vision de la politique monétaire. Encore aujourd'hui, après Draghi, avec Christine Lagarde, on n'est pas encore complètement aligné sur la politique monétaire quand Jérôme Powell, même s'il y a des dissidents, même s'il y a des faucons aux États-Unis également, je dirais, a une situation et une tâche un peu plus facile pour maintenir un consensus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette BCE s'est mise dans une situation, je pense, sous l'impulsion notamment de son chef économiste Philippe Lane, un peu trop compliquée, un peu trop académique, à nous parler de conditions financières, holistiques, multifacettes, upstream, downstream, des mots qui, même pour les ECB Watchers, sont trop confus, trop compliqués, trop techniques. Et je pense qu'il va falloir revenir à quelque chose de plus simple. La BCE est là avec un engagement très ferme de ne certainement pas toucher ses taux d'intérêt, ni son programme d'achat d'actifs de la crise, le PEPP, jusqu'en mars 2022. On verra au-delà, c'est quelque chose que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a répété encore la semaine dernière. C'est pas le moment et on verra au-delà comment maintenir des conditions financières accommodantes. Peut-être qu'il faut en dire un petit peu moins, agir un peu plus, parce que les chiffres des dernières semaines des achats justement du PEPP ont été un peu en deçà des attentes et c'est la question principale, je pense, que Christine Lagarde va devoir clarifier ce jeudi. Et donc, si je comprends bien, l'enjeu finalement pour cette réunion de jeudi de la BCE, c'est de faire en sorte que ce soit un non-événement pour les marchés et pour les observateurs de marché, Frédéric ? Oui, absolument. Il n'y a pas si longtemps que ça, à une époque dont on se souvient encore, les réunions de la BCE, c'était toutes les 4 semaines. Sous l'impulsion de Mario Draghi, on est passé toutes les 6 semaines.
de facto, aujourd'hui, on est quasiment tous les 3 mois pour une vraie réunion de la BCE importante, parce qu'elle nous a dit au mois de mars que tous les 3 mois, fin mars, fin juin, fin septembre, elle allait revoir ce rythme de ses achats d'actifs avec ses nouvelles projections d'inflation. Là, on est dans une réunion entre les deux, le 22 avril, qui devrait être un non-événement. Et effectivement, tant que les taux en plus se stabilisent, la BCE voudrait que ça reste un non-événement. Il faut éviter les erreurs de communication dans ce cas-là. Il faut éviter, encore une fois, de s'enferrer dans des explications trop compliquées et rester, je pense, assez basique. On ne comprend rien à l'inflation en ce moment. Elle est trop faible. Donc, comptez sur nous pour maintenir cet engagement aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Bon, un message simple et fort. Voilà ce qu'on peut attendre, espérer peut-être de la Banque Centrale Européenne cette semaine. Et puis un mot pour conclure, Frédéric, je pense que ça va devenir un fil rouge avec vous, notamment jusqu'à cet automne, puisque vous nous l'avez dit la semaine dernière, les élections allemandes s'annoncent comme étant peut-être plus excitantes que d'habitude. Est-ce que l'excitation est en train de monter, Frédéric? Il y a une bataille dans le camp conservateur pour savoir qui des Bavarois de la CSU ou des conservateurs traditionnels de la CDU vont prendre le leadership pour tenter de succéder à Angela Merkel. Quand en face, le parti vert, qui est le parti peut-être avec la dynamique la plus forte aujourd'hui en Allemagne, semble parfaitement en mesure de se mettre en ordre de marche. Absolument, et je pense que cette prévision, je la maintiens, elle se passe plutôt bien pour l'instant, d'une politique allemande qui redevient excitante et au-delà importante, déterminante pour l'avenir du pays, bien sûr, de la politique budgétaire de l'Europe. On parlait la semaine dernière du fait qu'il n'y a pas d'Emmanuel Macron, de nouveaux candidats sortis du chapeau en Allemagne. Eh bien, aujourd'hui, et il y a un peu plus d'une heure, le Parti écologique a désigné sa candidate, une femme, Annalena Baerbock, la plus jeune candidate à l'élection de la chancellerie de l'histoire du parti et de l'Allemagne, qui en plus a un profil un peu particulier. Alors encore une fois, c'est une femme, on le répète, c'est déjà remarquable, c'est important pour le paysage politique allemand où les deux autres partis se disputent en général entre hommes de plus de 50 ans, pour le dire avec un euphémisme. Elle vient bousculer un peu cette image-là et surtout, elle incarne, je pense, la transformation, la métamorphose complète du parti des Verts en Allemagne, qui est devenu un parti plus mainstream, qui est en tête des sondages, qui est prêt à gouverner, qui a abandonné un peu son aile gauche et qui, de ce point de vue, ne ressemble pas, par exemple, à d'autres partis comme le Parti des Verts en France, mais qui s'est mis dans les conditions pour gouverner. Elle pourrait être, pourquoi pas chancelière, en tout cas ministre peut-être des Affaires étrangères. Elle a ce profil et elle va clairement décider, je pense, et être un facteur déterminant dans la composition du prochain gouvernement. Quoi qu'il arrive, on attend toujours le candidat du Parti conservateur, CDU-CSU, qui, eux, pour le coup, se disputent toujours. Une élection pleine de surprises et de promesses, en tout cas en Allemagne pour cet automne. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management à Genève. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.